Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. C'est la deuxième saison, baptisée l'École des chefs. Je vous rappelle, l'objectif de cette saison, c'est de vous aider à faire croître en vous les vertus du chef, c'est de vous aider à garder à l'esprit l'idée de Lyotet que toute bonne société est une pyramide de chefs, donc que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez jeune ou plus âgé, vous êtes donc tous appelés à être chef. Qu'est-ce que c'est qu'être chef ? C'est assumer ses responsabilités, c'est agir dans le réel plutôt que de vivre dans le virtuel, c'est chercher à sortir des refuges confortables pour changer la société, parce que c'est notre mission, c'est notre responsabilité, chacun au degré où nous en sommes capables. En écoutant ce podcast, mon objectif, c'est de vous aider à prendre conscience de vos lacunes. C'est non pas de vous culpabiliser, mais c'est de vous inviter à vous dépasser, de vous apprendre à travailler sur vous-même, à devenir meilleur. Si vous prenez cette saison en cours de route, je vous invite d'abord à commencer par le premier épisode de l'École des chefs. Venons-en au programme du jour. Le problème majeur que l'on rencontre souvent en cours de nous, et même en nous, ce sont qu'il y a beaucoup de rêves et de projets qui ne sont jamais suivis d'exécution. Alors déjà, première chose, c'est très bien d'avoir des rêves et des projets. C'est quelque chose de cette manière qui vous classe un petit peu au-dessus de la moyenne des autres. Si vous aviez aucun rêve et aucun projet, ce serait un peu grave parce que ça voudrait dire que vous n'avez pas de moteur qui vous pousse à vous dépasser. Alors évidemment, prenez tout ce que je viens de dire avec des pincettes et des guillemets. Parfois, les rêves, ça vient au fur et à mesure de la vie, les projets aussi, mais voilà, posez-vous la question, est-ce que j'ai des rêves, est-ce que j'ai des projets, est-ce que j'ai une vision qui m'anime ? C'est quelque chose de très important. Souvent, nous remettons les choses au lendemain, nous reculons devant les difficultés, nous sommes paresseux, nous changeons d'avis comme des girouettes tout le temps. Non, les femmes, ne vous sentez pas visées plus que les hommes, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Et cette forme d'inertie, cette incapacité face à une décision, face à un obstacle, c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, ce qu'on va essayer de corriger, on va essayer de s'améliorer. Alors rappelez-vous, j'avais fait la métaphore du tunnel dans tout le premier épisode. Je disais que en fait, la vie, les projets, les progrès humains sont comme un long tunnel. C'est-à-dire que quand tu arrives au milieu du tunnel, tu ne vois plus rien, tu es dans l'obscurité et tu commences à douter, te dire finalement, est-ce que j'ai bien fait de rentrer dans ce tunnel ? Est-ce que finalement ce tunnel n'est pas peut-être quelque chose d'infini qui va me mener vers le néant, vers l'absurde ? Et donc tu es tenté de rebrousser chemin. Et à force de renoncer à aller jusqu'au bout du tunnel, à force d'à chaque fois de rebrousser chemin lorsque tu es simplement au milieu des difficultés, eh bien fait que petit à petit, tu n'es même plus capable de rentrer dans un tunnel, c'est-à-dire de démarrer un projet. Et donc, petit à petit, tu vas passer ta vie à reculer, à régresser. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'éviter. On va essayer aujourd'hui de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement avoir plus de ténacité, plus de force dans notre décision. Alors, commençons par définir le sujet. Le chef, c'est d'abord et avant tout celui qui sait choisir. Choisir, qu'est-ce que c'est ? C'est arrêter une décision, c'est renoncer aux autres opinions, c'est éliminer aussi le regret qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ce qu'on a justement abandonné, c'est donc de ne plus aussi regarder en arrière. Pensons au mariage. Quand vous allez choisir un homme ou une femme pour vous marier, eh bien, vous renoncez à toutes les autres personnes. Vous devez arrêter ce choix, choisir une personne, et donc vous n'allez plus regarder les autres. Et peut-être qu'un jour vous allez avoir des doutes parce que ça se passe pas bien dans votre vie avec votre conjoint, mais justement être un homme ou une femme au sens être un adulte, s'accomplir, eh bien c'est justement aller de l'avant et continuer malgré les difficultés. Et c'est pareil dans le domaine de l'entreprise, quand on commence quelque chose, quand on ouvre un nouveau projet, quand on se lance dans une aventure, c'est la même chose avec les enfants, quand on cherche à les éduquer dans une direction, eh bien tout ça, les chantiers, quand vous décidez de rénover votre maison, etc., quand vous avez choisi de faire quelque chose, vous avez renoncé à d'autres choses. Et il faut continuer, il faut aller de l'avant. Je vous donne un exemple très personnel. Moi, il s'est trouvé que j'ai fait le choix de me marier très tôt, que avant même de me marier, j'avais créé l'association Academia Christiana, que j'ai fondé une famille. Et pourtant, j'avais d'autres rêves. J'ai toujours rêvé de rentrer dans la Légion étrangère. Et j'ai toujours rêvé de vivre des aventures de voyage à l'autre bout du monde. Eh bien, finalement, j'ai renoncé à certains rêves pour d'autres projets. Et si je passais ma vie à regretter
de ne pas m'être engagé dans la Légion étrangère, si je passais ma vie à regretter de ne pas avoir mené une vie de grands voyages, d'aventures, etc., eh bien, ça m'empêcherait d'avancer parce que je serais tout le temps en train de regretter, en train de regarder en arrière. Je dois donc faire le deuil de ces possibilités et me réjouir de ce que j'ai fait, même quand parfois ce que j'ai fait me fait passer par des épreuves. Je vous raconte une autre petite anecdote. L'autre jour, j'ai fait une retraite dans un monastère avec un ami. Et il m'a, enfin, on a discuté avec un moine tous les deux. On parlait du fait qu'autour de nous, beaucoup de quadragénaires divorçaient, et même dans des familles très pratiquantes catholiques. Et qu'est-ce que nous a dit ce moine? Il nous a dit en fait que aujourd'hui, les hommes et les femmes, chrétiens en particulier, refusaient la croix. Que en fait, on se comporte comme des non-croyants parce que nous ne voulons plus porter la croix, parce que nous ne voulons plus les épreuves, et que nous nous comportons finalement conformément à cette société du déchet. C'est-à-dire que dès que quelque chose devient difficile, dès que notre conjoint est pénible, qu'il déprime, qu'il va pas bien, etc., eh bien on le jette comme un déchet. On n'est plus capable de vivre l'épreuve dans une vie de couple. Et c'est vraiment quelque chose, vous voyez, quand vous discutez avec un moine qui est pas marié, mais qui a quand même l'habitude d'entendre des gens mariés, bah, il nous rappelait justement qu'en fait, tous les couples passent par des difficultés, par des crises. Ça fait partie de la vie. Et c'est justement ça qui est important et dont il va falloir se rappeler au cours de cet épisode pour notre propre vie. C'est qu'il est normal que lorsque je prends une décision, que ce ne soit pas parfait, que je vais rencontrer des difficultés pour mener ma décision à son terme et accomplir jusqu'au bout mon projet. Et donc, il va falloir être capable justement de vivre avec la difficulté, de vivre avec la souffrance et justement de combattre. Ça demande justement une force d'âme, c'est ce qu'on appelle la ténacité. C'est cette vertu-là qu'il faut que nous essayions de retrouver pour être des chefs à notre niveau. Deuxième élément, c'est le discernement. Pour choisir, il faut d'abord discerner, parce qu'on ne choisit pas n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire discerner? Discerner, ça veut dire se servir de son intelligence et donc, premièrement, regarder le réel. Pour regarder le réel, il faut s'informer, il faut prendre les données du problème, il faut aussi prendre conseil auprès de personnes qui sont avisées, qui connaissent parfois mieux un domaine qu'un autre. Par exemple, je ne sais pas, si vous décidez de monter une entreprise ou d'en reprendre une, il faudra peut-être des conseils d'un banquier, des conseils d'un juriste, des conseils également d'autres professionnels qui font la même activité que ce que vous faites vous. Il va falloir examiner les choses et pas foncer tête baissée. Il faut faire aussi attention à ne pas être prisonnier du prêt-à-penser, notamment idéologique, qu'il soit de gauche comme de droite d'ailleurs. Parce que le réel est complexe et les situations, elles peuvent être différentes, nouvelles, spéciales, etc. Donc, il faut décider en prenant en compte aussi des bons principes. Qu'est-ce que ça veut dire les bons principes? Ça veut déjà dire éliminer les mauvais principes. Les mauvais principes, c'est la recherche de la sécurité, le risque zéro. Forcément, si vous cherchez le risque zéro, vous n'allez pas aller très loin dans la vie. La recherche du confort, la recherche de la maximisation de son profit, la recherche de l'amélioration de sa réputation ou de la sécurisation de sa réputation, l'élévation sociale. Tout ça, pour moi, ce sont des mauvais principes. On ne prend pas des décisions en raison de ça. Évidemment que si telle chose améliore la sécurité, vous permet de faire plus de profit, c'est bien, mais c'est pas la cause qui fait qu'on va décider. C'est pas la finalité qu'on vise. Ça peut être des répercussions secondaires qui sont positives, mais c'est pas ça qu'on cherche, parce que si on cherche ça, on s'est trompé. On a confondu finalement les moyens et la fin. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir comme bon principe? Alors, c'est très large, c'est très bateau ce que je vais dire, mais pour ça, il faut que vous lisiez la philosophie, il faut que vous imprégniez finalement de recherche du bien, du vrai et du beau. C'est vraiment ça qui doit vous guider. C'est voilà, est-ce que je fais le bien? Est-ce que je cherche la vérité? Est-ce que je cherche la beauté? Et ça, c'est ce qui doit être la colonne vertébrale, la boussole de vos choix. Parfois, on est amené à faire des choix qui sont pas forcément évidents ni faciles. Je te donne un exemple personnel. J'ai été amené à choisir mon métier. J'avais le choix entre un métier qui pouvait rapporter beaucoup, mais qui me déprimait, et un métier qui, évidemment, ne rapportait pas grand-chose, mais qui me rendait heureux. Alors, dit comme ça paraît très simple, mais dans la réalité, tu poses plein de questions sur ton rôle de père de famille, sur tes responsabilités, parce que, voilà, il va falloir acheter une maison, éduquer des enfants, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, c'est pas toujours facile. Les bonnes décisions, elles sont pas toujours évidentes. Il faut parfois savoir se libérer de la peur et du regard des autres. Parfois, il faut pas écouter certaines personnes parce qu'elles vous donnent des mauvais conseils. Et puis, il faut aussi, écarter tous les éléments qui peuvent paralyser ou parasiter notre jugement,
à savoir le désir de plaire, d'être bien vu, enfin voilà, il faut s'affranchir un petit peu du regard des autres. Troisième point important à prendre en compte dans cet épisode, c'est la volonté. Alors, qu'est-ce que c'est que la volonté ? La volonté, nous dit saint Thomas d'Aquin, Aristote, c'est une des grandes facultés spirituelles de l'homme. C'est ce qui nous différencie justement des animaux, des autres créatures, c'est que nous avons une intelligence et une volonté. Alors l'intelligence, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui nous permet de connaître le monde. C'est ce qui nous permet justement d'être capable de saisir à travers l'expérience des choses, et bien des dimensions, on pourrait dire, universelles, des choses qui se répètent. C'est ce qui nous permet finalement de cerner le réel, de le comprendre. Et puis la volonté, c'est ce qui nous permet de choisir justement, de choisir des biens et de nous diriger vers eux. Mais attention, pour bien comprendre ce que c'est que la volonté, il faut distinguer la volonté du désir. Désirer et vouloir, ce sont deux choses différentes. Alors parfois, concrètement, on peut vouloir ce qu'on désire. Mais justement, pour bien comprendre ce que c'est, il faut comprendre les cas où désirer quelque chose et vouloir quelque chose, ça peut s'opposer. Désirer, c'est être attiré par quelque chose. Par exemple, on va être attiré par une bonne glace, par une bonne côte de bœuf, par une jolie fille, ou un homme beau si on est une femme, etc. Peut être attiré par une situation confortable, etc. Le désir, c'est toujours quelque chose de sensible. C'est quelque chose qui parle à nos passions, à nos sens, à notre sensibilité. Vouloir, c'est autre chose. Vouloir, c'est justement choisir ce qui est vraiment bon pour moi, indépendamment de mes désirs. Le vouloir, c'est rationnel. Typiquement, là où mon désir et mon vouloir vont s'opposer, c'est lorsque je suis fatigué, que j'ai envie de me reposer, mais que j'ai des devoirs, et donc il est impératif de les réaliser avant de me reposer. Donc je vais, par ma volonté, aller à l'encontre de mes désirs. Mon désir va parfois me conduire à la paresse, parfois me conduire à des plaisirs qui vont avoir des conséquences négatives sur moi-même et sur les autres. Donc ma volonté doit être comme une forme de gouvernail qui me dirige vers le bien. Et la volonté, c'est comme un muscle. Parce que plus tu vas te laisser guider par tes désirs, et moins tu vas exercer ta volonté, et donc plus ta volonté va devenir fragile. C'est pour ça qu'il est très important d'entraîner sa volonté en choisissant parfois des choses pénibles. C'est pareil, faut pas choisir des choses pénibles pour choisir des choses pénibles, il faut choisir des choses pénibles parce que parfois ça renforce notre volonté. C'est tout l'intérêt du jeûne, du sport, de l'ascèse, du réveil tôt le matin, où on saute du lit dès que le réveil sonne, de la douche froide, etc. Tout ça, ce sont des petites choses, toutes simples, toutes bêtes, mais qui renforcent notre volonté parce que notre volonté, c'est comme un muscle. Il faut donc avoir comme objectif de vie de chercher à exercer, à renforcer sa volonté. Et évidemment, il faut aussi savoir se détendre, savoir se reposer, mais jamais trop longtemps. Alors, commençons par la lecture du chapitre du livre L'école des chefs du père Gaston Courtois. Je vais donc lire certaines phrases et puis je vais les commenter au fur et à mesure. Il y a des gens qui ont toujours peur des initiatives, qui sont dans l'hésitation et qui tergiversent, hésitant dès que la moindre détermination s'impose. Alors, pourquoi il y a des gens comme ça ? Plusieurs raisons. Premièrement, parce que souvent, les gens, nous-mêmes, on a peur des risques et de tout ce que vont impliquer nos choix. Donc on voit d'abord tous les problèmes qui sont les conséquences de notre choix avant de regarder d'abord le but vers lequel on va. Et c'est ce qu'on pourrait appeler, entre quelque sorte, jouer contre son camp. C'est en fait, en gros, quand vous devez décider de quelque chose, si vous regardez d'abord tous les problèmes qu'implique votre décision, vous allez rien choisir, parce que vous allez voir que des problèmes. Et donc, vous allez rester dans l'inaction. Il faut bien comprendre que dans la vie, les solutions parfaites, ça n'existe pas, ou en tout cas ça existe, c'est très très rare. Il y a toujours des risques, il y a toujours des complications, il y a toujours en quelque sorte des effets secondaires. C'est comme quand vous prenez un médicament, le médicament, évidemment, il vous aide à guérir d'un truc, mais il implique parfois d'autres choses, de la fatigue ou je ne sais quoi. Donc on ne peut pas avancer dans la vie sans prise de risque. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire un choix, parce que choisir c'est éliminer, parce que choisir c'est renoncer, et ça, ils ont du mal. Alors c'est parfois quelque chose d'assez féminin et c'est parfois quelque chose d'assez masculin, c'est-à-dire que l'homme, il a cette capacité un petit peu de trancher, de couper, et la femme, elle a parfois plus cette volonté justement de protéger, de materner en quelque sorte les choses, et donc c'est plus difficile pour elle. C'est pour ça que souvent on dit justement que l'homme, c'est lui le chef de famille, c'est lui qui prend des décisions. Mais ça ne veut pas dire que vous
mesdames, mesdemoiselles, vous ne pouvez pas choisir, vous ne pouvez pas éliminer. Au contraire, vous devez le faire, mais vous devez le faire justement aussi avec votre manière, votre féminité. Voilà. Mais vous savez que justement, il est important que vous soyez aussi capable de prendre des décisions, parce que sinon, vous allez être malheureuse. Vous allez être en permanence finalement dans l'hésitation perpétuelle qui vous fait stagner dans votre vie. Et c'est pas bon pour vous. Donc, plus il y en a qui n'ont pas de volonté ni même d'intelligence, plus ils ne savent pas où il faut aller, ils sont perdus, et c'est ça qui nous rend malheureux. Alors, voilà, parfois il y a des gens qui sont des subalternes, hein, mais celui qui ne sait pas où aller, justement, ça ne peut pas être un chef. Il a besoin d'un chef pour être guidé parce qu'il est incapable de se guider lui-même. Et il faut accepter aussi que dans le réel, il existe ce type d'inégalité dans la vie. Même si je disais au début du podcast que tout le monde a vocation à être chef, c'est vrai en théorie, parce que finalement, tout le monde doit prendre en main ses responsabilités, c'est un devoir, mais tout le monde n'y arrive pas, tout le monde ne le fait pas. Dans la pratique, ce sont nos actes, parfois, qui décident, qui vont créer une sorte de hiérarchie. Je continue la lecture. Un chef, c'est avant tout quelqu'un qui sait prendre, en connaissance de cause, des responsabilités. Le drame dans la vie, c'est que tout le monde est grosso modo d'accord pour critiquer tout ce qui va pas. Mais personne n'est prêt à agir ni même à décider. C'est d'ailleurs tout le drame, je trouve, de la démocratie. Le but de ce podcast, c'est pas de faire de la politique, mais qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? C'est un peu une sorte de café du commerce, tout le monde donne son avis, tout le monde parle, les gens sont jamais contents, jamais d'accord, on discute éternellement de tous les problèmes. On analyse les problèmes différemment parce qu'on n'a pas les mêmes principes. C'est ce qui fait qu'il y a une droite et une gauche, c'est qu'on n'a pas la même philosophie, donc on ne voit pas le réel de la même manière. Mais voilà, qu'est-ce que c'est qu'un chef ? Le chef, c'est celui qui décide, qui avance. D'où cette expression « trancher dans le vif ». On est parfois face à des solutions qui vont nous paraître insolubles parce que justement, il n'y a pas de forcément bonne résolution, ou en tout cas toutes les alternatives, impliquent des inconvénients. Donc, on est tenté d'attendre en se disant que il va peut-être y avoir une énième alternative qui va tomber du ciel et elle va simplifier le choix. Alors, je dis pas que c'est jamais vrai. Parfois, la sagesse, c'est d'attendre, c'est de prendre du temps. Mais quand on attend depuis très longtemps, il est souvent assez rare qu'il y ait une alternative qui tombe du ciel. Je donne un exemple, mais voilà, le gars qui est marié ou la fille qui est pas mariée, qui commence à avoir 35-40 ans, et qui se dit que tout ça c'est parce qu'elle a jamais rencontré la bonne personne. Je vais peut-être paraître un peu dur, mais je pense qu'elle se plante en disant ça, parce que soit c'est parce que vous avez été incapable de créer une relation durable avec une personne que vous avez rencontrée, parce qu'il n'y a jamais forcément de bonnes personnes à 100%, il y a toujours des gens avec des qualités et des défauts, soit parce que vous n'avez pas été capable de créer les bonnes conditions pour les bonnes rencontres. Hein. Mais je pense que souvent, c'est comme, je prends l'exemple aussi du choix de la maison. Hein. Quand vous choisissez, vous voulez acheter une maison, vous allez jamais tomber, c'est très rare, sur la maison idéale, la maison de vos rêves. Hein. C'est pareil dans le mariage, c'est même pareil dans les projets professionnels. Quand vous décidez à un moment donné d'acheter quelque chose, vous êtes obligé d'acheter quelque chose qui a des défauts, qui est pas la chose parfaite. Mais en fait, sinon, vous ferez jamais rien de votre vie. Donc, à un moment donné, voilà, il faut trancher. Le bel exemple, c'est celui d'Alexandre le Grand et du nœud gordien. Je sais pas si vous connaissez cette histoire, hein, c'était une légende qui raconte qu'il y avait un nœud qui était tellement mystérieux que tous ceux qui avaient essayé de le défaire n'y étaient pas parvenus, que c'était ce nœud qui donnait l'accès justement au pouvoir sur toute l'Asie. Hein, et Alexandre, donc très curieux de l'existence de ce nœud, quand il voit ce nœud, il prend son épée et il se dit voilà comment je vais le défaire, je vais donner un coup d'épée et le détruire. Voilà. Donc c'est peut-être ça aussi le chef, hein, c'est celui qui à un moment donné est capable de trancher. L'autre exemple aussi, vous savez, c'est l'âne de Buridan. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un âne de Buridan ? C'est un âne qui en gros, je crois, il a autant faim que soif. Si mes souvenirs sont bons, je déforme peut-être un petit peu l'exemple. Et donc, il a d'un côté du foin, de l'autre côté de l'eau. Et comme en fait, il a une égale soif et une égale faim, il n'est pas capable de prendre une décision, donc il finit par mourir de faim et de soif. Alors, comprenez que dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, il y a parfois plusieurs solutions qui sont également raisonnables sans être parfaites. À un moment donné, il faut en choisir une, et celui qui va être capable d'en choisir une, c'est lui le chef. Et c'est parce que justement, c'est lui qui est capable d'en choisir une et pas les autres qu'il est le chef. La vie est faite de petits et de grands problèmes qu'il faut résoudre sans cesse. Soyons simples, les amis, la vie, c'est toujours une suite de problèmes.
Et il faut arrêter en fait le romantisme qui nous ferait penser que voilà, il existe des vies idéales dans lesquelles il n'y a pas de problème. Ça c'est le virtuel. C'est en gros les réseaux sociaux qui vous montrent ça. C'est des mythes qui vous disent voilà, bah il faut se réfugier dans une petite vie coupée des autres pour avoir créé en fait son isolat avec que des gens qui pensent comme nous dans un univers où tout est conforme à notre vision du monde et à notre réalité. Bah c'est pas ça. Ça c'est pas le réel. Ça c'est pour moi des mythes qui sont destructeurs parce que ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc sortez du virtuel, sortez de vos rêves de vous construire votre vie confortable, votre refuge protégé du monde et de toutes les agressions du monde. La vie, ce sont des problèmes. Et c'est comme ça, c'est ça aussi qui donne de la saveur à la vie. Il y a des gens qui paniquent parce qu'il y a des problèmes, et ben ces gens-là sont pas faits pour diriger, tout simplement. Il y a aussi ceux qui enfouissent les problèmes. Je vous raconte une histoire, mais que c'est quelqu'un qui, en gros, quand elle ouvrait ses mails, et elle voyait qu'en gros, bah, le mail allait impliquer évidemment bah, des problèmes, des soucis, eh bien, elle refermait le mail et elle le lisait pas. Donc, voilà, ça existe, il y a des gens comme ça, mais il faut être conscient, voilà, bah, qu'en gros, les problèmes, il faut s'y confronter. C'est jamais drôle, mais c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas avancer si on n'accepte pas cet axiome que la vie est une suite de problèmes. Vous pouvez me trouver triste, vous pouvez me trouver rabat-joie, mais je suis désolé, c'est comme ça. Et en fait, ça empêche pas d'être heureux. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand on résout un problème, justement, ça apporte de la satisfaction, ça apporte du bonheur. Lorsqu'on a charge d'âme, ces problèmes peuvent être parfois graves. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est pour ça que quand je dis être chef, c'est des responsabilités. C'est qu'en fait, en gros, si vous refusez de résoudre les problèmes, vous refusez vos responsabilités et vous êtes coupable. À un moment donné, ne pas agir, c'est criminel. Parce que vous avez des gens sous vos responsabilités, et s'ils font des mauvaises choses, s'ils font de la merde, s'il y a quelqu'un parmi eux qui met du mauvais esprit, qui est en train de détruire le groupe, qui est en train de pourrir les gens, bah, c'est à vous de prendre décision. Et parfois, il faut être capable d'exclure quelqu'un du groupe parce que cette personne est en train de faire du mal. Et si vous laissez une situation bah, faire s'aggraver, s'infecter en quelque sorte, hein, c'est comme si vous soignez pas une plaie. Hein, repensez souvent quand les petits enfants, quand on met du désinfectant sur une plaie, bah, ils hurlent, ils ont pas envie en fait parce que ça pique. Ouais, mais en même temps, si on le fait pas, bah, à un moment donné, enfin, je caricature, j'exagère un peu. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus rare, mais bah, peut-être que ça va s'infecter, ça va gangréner, puis on va devoir couper le membre en entier. Tu préfères quoi? Tu préfères que je te mette un peu de désinfectant maintenant que ça te pique sur ta blessure, ou tu préfères que je te coupe la moitié de la jambe parce que t'as pas voulu désinfecter? Bon, évidemment, c'est une alternative un peu caricaturale, mais c'est parfois comme ça dans la vie. C'est que parfois, il faut mieux faire des choses qui sont un peu dures à faire, c'est-à-dire se séparer des gens, être capable parfois de dire les choses, d'assumer en quelque sorte son rôle de directeur, de chef, parce que bah, c'est votre responsabilité en fait. C'est pas, vous n'êtes pas en train de vous faire plaisir, vous n'êtes pas en train d'être méchant, vous assumez juste vos devoirs de chef. Alors pour justement prendre les bonnes décisions, il faut s'entourer, il faut avoir des bonnes informations, hein, il faut pas prendre des décisions à l'aveugle. Parfois, moi, ça m'arrive de dire, en gros, là, j'ai pas assez d'informations pour décider. Donc, bah, tant que je n'ai pas les informations, je prends pas de décision. Je pense que c'est sage. Hein. Mais parfois, on ne peut pas avoir toutes les informations. Donc, parfois, il y a une part de doute. Si ce doute est raisonnable, c'est-à-dire qu'en gros, si ce doute n'a pas un impact énorme dans les conséquences que ça peut avoir, bon, bah, on y va quand même, c'est pas grave. On sait pas tout, mais c'est comme ça. Hein, c'est comme si vous vouliez être sûr absolument de la personne avec qui vous allez vous marier pour le faire. Bah non, vous connaîtrez jamais, vous sonderez jamais totalement son âme jusqu'au plus profond d'elle-même. Vous vous engagez toujours à une part d'inconnu. Il faut accepter. Mais de l'inconnu raisonnable. Ah, il faut avoir suffisamment d'informations, pas avoir de doute trop important. Un peu de doute, c'est normal. Il faut, voilà, moi je trouve que c'est très important. Il y a une grande vertu qui est la vertu de conseil. C'est tout bon chef, pour moi, doit s'entourer de bons conseillers. Les bons conseillers sont pas forcément des gens qui prennent des bonnes décisions toujours, mais ils ont une vue sur un domaine que vous n'avez pas. Ils ont une meilleure vue que vous sur certains domaines. Attention, comme on dit, hein, toujours les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est pas parce qu'un conseiller vous dit ça qu'il faut forcément faire ce qu'il vous dit. Il vous donne une information. C'est à vous justement de faire le tri et la hiérarchie surtout des informations.
Vous pouvez pas vous défausser sur vos conseillers pour pas prendre de décision. Une fois, c'était ce que j'avais dit dans un des épisodes au tout début du retour au réel sur les pères spirituels, les directeurs de conscience. J'aime pas trop cette expression. Pour un prêtre, il est là pour vous donner des informations, il n'est pas là pour prendre une décision à votre place. Il peut vous donner un conseil, mais le conseil, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. À un moment donné, vous avez une liberté, vous avez une volonté, vous devez faire fonctionner votre intelligence et votre volonté pour faire des choix. Tous les conseils sont bons à prendre, mais après, c'est vous qui faites le tri. Vous pouvez pas dire « Ah oui, mais on m'a dit ça ». Ben non. Ça fait penser aussi au Covid et au rôle du gouvernement. Nos gouvernements ne justifiaient leurs décisions que sur des conseils scientifiques. Alors déjà, bon, il faut que le conseil scientifique soit indépendant, qu'il soit honnête, etc. Bon, ça c'est une chose, on va pas relancer les polémiques. Le scientifique peut donner un avis scientifique, c'est un avis basé sur la science. Mais ensuite, est-ce que le politique, son devoir, c'est d'écouter? Oui, peut-être d'écouter, mais pas d'appliquer forcément l'avis scientifique, parce que le scientifique, ce n'est pas le politique. Rappelez-vous, le savant et le politique. Et donc peut-être que scientifiquement, pour éteindre un risque d'épidémie, il faudrait peut-être que tout le monde reste chez soi. C'est-à-dire qu'en gros, évidemment, si tout le monde reste chez soi, l'épidémie, à un moment, va diminuer. Mais ce qui est bon sur le plan scientifique n'est pas forcément bon à l'échelle du bien commun, si on remet tout en perspective. Parce que est-ce qu'une grippe, même si c'est une grippe qui est plus violente que la moyenne, elle justifie à elle seule de mettre le pays en confinement, c'est-à-dire en quarantaine pendant des mois, avec toutes les conséquences négatives qu'on connaît aujourd'hui? Pas forcément, je suis pas sûr. Donc, il faut s'entourer de conseillers, il faut des spécialistes pour nous renseigner, mais c'est pas à eux de décider à votre place. Votre rôle, c'est de mettre toutes les informations en perspective et à un moment donné, de prendre une décision, de trancher dans le vif. La tentation, nous dit le père Gaston Courtois, c'est de prendre des demi-mesures, c'est de tâtonner. Alors, moi, je connais des institutions, je ne vais pas les nommer, mais où les supérieurs sont des gens excellents. Ils sont des gens excellents parce que ils sont toujours propres sur eux, ils sont toujours droits, ils connaissent bien les dossiers, ils ont des bureaux bien rangés, en ordre, etc. Ils répondent aux mails dans les temps, bref, tout est nickel, etc. Mais ce ne sont pas des bons chefs parce que ils n'ont aucune vision. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas de projet, ils savent pas où ils vont, et puis souvent, ils sont même assez prisonniers de leur peur, ils ont peur de tous les risques. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des demi-mesures, soit ils prennent pas de décision, soit quand ils en prennent, c'est toujours des demi-décisions. Et donc, du coup, ça fait stagner l'institution, ça laisse les hommes dans l'incertitude, et parfois, ça crée des problèmes. Rien n'est plus dangereux, nous dit le père Gaston Courtois, que l'indécision ou les demi-mesures, car souvent, la vie presse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la vie presse? Ça veut dire qu'en fait, à force de pas décider, à force de laisser le temps passer sans rien faire, eh bien, petit à petit, ça mène à l'échec et à la démotivation des troupes. Parce qu'on laisse des trucs pourrir. Et finalement, les gens, au bout d'un moment, ils s'en vont, ou ça va pas. Donc, il faut toujours prendre conscience que c'est surtout lorsque l'énergie des troupes est à son sommet qu'il faut faire avancer la troupe, qu'il faut lui donner des ordres. Surtout si vos hommes sont jeunes, parce que justement, c'est lorsqu'on est jeune qu'on a plus d'énergie et qu'on est plus prêt à faire des efforts et des sacrifices. Donc, c'est lorsque vous avez des jeunes sous votre responsabilité qu'il faut leur donner une direction, des choses à faire. Sinon, ils vont se lasser, ils vont se démotiver. Donc, en tant que chef, votre devoir de chef, qu'est-ce que c'est qu'être chef? C'est être responsable et emmener les gens dans des grands projets. Donc, vos visions, elles doivent faire bouger les montagnes, vous devez être audacieux, vous devez, même si vous êtes seul à y croire, vous devez y aller. Le chef, et moi je dis, c'est une sensation que j'ai souvent, parce qu'encore une fois, je pense que tout chef est chef par défaut. C'est-à-dire qu'on est chef à un moment donné parce que personne n'a voulu prendre de décision et donc on les a prises. Et puis petit à petit, à force de prendre des décisions, on en a pris d'autres et puis on a été identifié comme un chef. Et souvent, ça crée beaucoup de solitude. Parce qu'un chef, c'est, encore une fois, comme je disais, c'est un visionnaire. C'est celui qui voit un peu plus loin que les autres. Et souvent, nos amis, quand on est chef, nous disent « Ah non, mais t'es trop ambitieux, tu prends trop de risques, tu devrais lever le pied, tu fais trop de trucs en même temps. » Alors parfois, ils ont raison, je dis pas forcément qu'ils ont tort de nous dire ça, mais souvent aussi, c'est justement parce que vous êtes chef que vous voyez tout ce qu'il y a à faire, que vous avez envie d'aller encore plus loin, etc. C'est une qualité. Et il faut pas forcément se laisser ralentir par ceux qui ont peur, par ceux qui sont pas capables d'avoir cette même vision que vous. Être chef, c'est d'être capable de déterminer le point, la direction, où toutes les forces doivent s'engager pour une victoire, pour un progrès. Le rôle de chef, c'est de faire grandir une communauté d'hommes, c'est de l'élever, c'est de lui faire atteindre son propre bien. Donc si tu prends aucune décision, tu vas conduire à la stagnation, au découragement et, in fine, à la révolte. Le père Gaston Courtois nous dit un truc qui est assez provoquant. Il dit « Mieux vaut mal décider
fermement qu'attendre indéfiniment la solution idéale qui ne sera jamais exécutée. Décision vaut mieux que précision. Donc c'est paradoxal, hein, mais c'est vrai. Parfois, mieux vaut rater un projet plutôt que de rien faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en ratant déjà, on apprend des choses. Hein, si par exemple vous essayez de monter une entreprise et que cette entreprise, finalement, elle n'a pas réussi, à mon avis, vous avez dû déposer le bilan. Mais tout ce que vous avez fait pour monter l'entreprise, vous l'avez appris. Et comme on dit, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Alors c'est pas forcément vrai dans certaines relations, notamment parfois dans les relations de couple, parce qu'effectivement, parfois les peines de cœur, ça peut nous blesser très longtemps et laisser des traces très fortes sur toute notre vie. Donc il faut pas forcément toujours aller trop vite, etc. Mais parfois, si, en fait, même une expérience de couple qui va pas jusqu'au bout, elle vous aura appris des choses sur vous-même, etc. Donc voilà, attention à pas se faire trop de mal, mais voilà. Donc on peut prendre une décision, s'apercevoir qu'à la fin on s'est trompé, c'est mieux que de pas prendre de décision du tout, parce que c'est pas pareil de décider d'aller dans une direction jusqu'au bout et de constater à la fin finalement qu'on est face à un mur, que c'est pas possible d'aller plus loin, parce que c'est pas de votre fait, c'est parce que simplement le chemin était pas bon, donc à un moment donné, voilà, mais c'est pas parce que vous êtes découragé que vous avez abandonné. C'est que vous êtes allé jusqu'au bout, et en allant jusqu'au bout, à un moment donné, vous êtes aperçu que c'était pas la bonne direction. Donc vous allez, tout ce que vous avez utilisé pour aller jusqu'à ce terme, vous allez le réemployer, le réorienter dans une autre direction. C'est même parfois, justement, certains choix qui sont mauvais au début peuvent s'avérer bons sur le long terme. Comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, parfois, une entreprise, elle est fragile au début, elle va longtemps connaître des grosses difficultés, et puis finalement, à force de se battre, etc., elle va acquérir des qualités, notamment dans la ténacité, se développer en termes de résilience, etc., qui vont faire qu'elle va dépasser les autres et qu'elle va finalement s'avérer être une bonne entreprise sur le long terme, même si au début, elle a mis beaucoup de temps à démarrer. Le père Gaston Courtois nous dit « La décision à elle seule ne suffit pas. Ce qui compte, ce n'est pas l'ordre donné, mais l'ordre exécuté. » Oui, évidemment. C'est comme, vous savez, la fable des chats et... je crois que c'est le chat, Rodilardus et les rats, ou les souris. Elles se réunissent en conseil, elles disent « Bon, voilà, en gros, le rat est en train de bouffer des souris tous les jours. Bon, il faut faire quelque chose. » Donc, les souris, les rats se réunissent en conseil et ils se disent « Bon, en gros, il faut qu'on accroche un grelot sous le cou du chat, comme ça on sera averti de ses déplacements à l'avance. » Tout le monde dit « Ouais, c'est une idée géniale. » Et quand il faut savoir, ok, très bien, mais qui du coup va accrocher le grelot sur le cou du chat ? Là, il n'y a plus personne. Donc, il faut comprendre qu'en fait, c'est bien d'avoir des bonnes décisions, mais le plus important, c'est d'avoir des décisions qui sont exécutées. Donc, le succès dépend d'abord de la ténacité dans la réalisation plutôt que de l'habileté dans la conception. Ce qu'il faut finalement, c'est pas tant d'abord de l'intelligence, mais surtout de la volonté, et une volonté qui va se fixer, qui va pas se disperser, qui va pas aller dans tous les sens. Le drame aujourd'hui de beaucoup de jeunes, c'est le papillonnement, c'est l'absence de persévérance, c'est qu'on est toujours en train d'aller en fait là où notre appétit nous envoie. On s'éparpille partout, on fait que ce qui nous plaît, que ce qui nous appelle par le moment parce que c'est distrayant. Mais en fait, on fait rien jusqu'au bout. Et ça, c'est dramatique. Donc, je vous dis, on est tous victimes un peu de ça. Donc, il faut apprendre à se canaliser et à se dire, voilà, j'ai fait le choix de ça. Et donc, du coup, en faisant le choix de ça, je renonce à beaucoup d'autres choses. Fixez-vous un objectif et ne le lâchez pas. Soyez déterminés à aller jusqu'au bout. Et pour moi, je vous dire, c'était la discussion avec un ami cette semaine, la plus grande vérité dans la vie, la plus grande chose qui fait la différence avec les autres, c'est le mental. Je vous donne un exemple. Dans la publicité, sur le sport, on te parle tout le temps de nutrition pour te vendre des compléments alimentaires. On te dit en gros, voilà, en fait, si vous travaillez votre nutrition, vous allez aller beaucoup plus loin que les autres. Si vous voulez aller jusqu'au bout, il faut vous entraîner comme si. Et moi, je vais te vendre un coaching spécial d'entraînement qui va faire de toi un super athlète. Mais tout ça, c'est du bullshit complet. Parce que qu'est-ce qui fait toute la différence ? C'est le mental. C'est-à-dire que si vous avez même le meilleur régime sur le papier, mais que vous n'avez pas le mental pour le faire, ce régime, parce que forcément, un régime, ça demande de la volonté. Si vous avez un super plan d'entraînement sur le papier, mais que vous n'êtes pas capable de vous mettre à appliquer cet entraînement, et tout ça, ça ne sert à rien. Donc en fait, le plus important dans la vie, c'est le mental, c'est la volonté de faire les choses, c'est d'aller jusqu'au bout. Même si parfois, c'est pas forcément le meilleur régime que vous avez choisi, même si c'est pas forcément les meilleurs entraînements que vous faites.
Le seul truc que vous devez retenir de cet épisode, c'est la force et la puissance de la volonté. Est-ce que tu as de la volonté ou est-ce que tu as un mou? Et si tu as un mou, c'est pas si grave que ça. Pourquoi? Parce que rien n'est définitif. Ça nous arrive à tous de tomber. Et si on tombe, c'est pas qu'on est une merde de tomber. Ça arrive à tout le monde de tomber. Donc sois courageux, sois persévérant. C'est ça qui fait toute la différence. C'est vraiment la persévérance. Je peux dire, vraiment, j'ai vu 1000 bonnes initiatives géniales s'arrêter juste par manque de persévérance. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la persévérance. C'est pas parce que vous avez la bonne idée que forcément vous allez être meilleur que les autres. Il y a parfois des gens qui vont avoir une super idée, mais ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la détermination d'aller jusqu'au bout. Donc le chef, c'est celui qui fait, c'est celui qui prend l'initiative, celui qui fait avancer les choses, mais c'est surtout qui tient les décisions jusqu'au bout. Il y a beaucoup trop de grands parleurs dans ce bas monde. Il y a beaucoup de grands discours, de magnifiques programmes politiques, mais combien sont ceux qui font effectivement avancer les choses? Foch, et c'est de lui dont on va parler justement aujourd'hui, disait que même avec une intelligence moyenne, celui qui tend toute sa volonté vers un but précis et persévère en gardant l'esprit tendu est sûr d'y arriver. Donc persévérance, 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 persévérance. Les changements d'avis. Ça, c'est très courant dans la Ve République. On a eu des présidents, des chefs politiques qui étaient des vrais girouettes. Parce qu'en fait, en gros, ils changeaient de parti politique ou de ligne en fonction de l'opportunisme. Ils suivaient le vent. Hein, c'est les Mitterrand, etc. Même Jacques Chirac, enfin tous. Hein. Ils ont tous un moment été très à droite, puis finalement ils sont partis un peu à gauche, et puis ainsi. Enfin voilà, c'est tout et son contraire. Voilà, on est opportuniste. Mais ça mène nulle part. Hein. Vous pouvez pas être respecté si vous changez d'avis pour un oui ou pour un non. Si vous tenez pas à ce que vous demandez, si vous n'êtes pas capable de convaincre vos troupes. Hein. L'autorité, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle a perdu son prestige, nous dit le père Gaston Courtois? C'est parce que les chefs sont incapables de décider en maintenant un cap dans la durée. Donc qu'est-ce que c'est que le remède à ça? C'est déjà d'avoir des principes solides, donc une bonne formation philosophique et spirituelle, c'est d'avoir des convictions profondes qui sont ancrées en vous. Vous n'allez pas changer finalement demain de conviction. Et puis c'est ensuite une discipline personnelle de la volonté, c'est-à-dire je persévère, je commence une chose, je la finis. Je prends une décision, je la continue, je la maintiens. Hein. Il faut essayer de restaurer ça dans votre vie. Si vous voulez devenir un vrai chef, il vous faut une discipline de vie. C'est absolument crucial. Alors parlons maintenant du maréchal Foch, parce que ça va en quelque sorte être une transition pour vous montrer à quel point dans l'histoire, un chef militaire est capable de changer le cours de l'histoire. Donc le maréchal Foch, c'est un modèle de caractère, d'autorité morale. Déjà, ceux qui l'ont connu disent qu'il n'aimait pas perdre son temps à faire des discours inutiles. Chaque mot compte. Ah, il n'y en a pas en trop. Donc c'est une exigence de rigueur personnelle. Et ça le rendait justement d'autant plus écouté parce que quand on parlait, il parlait pas. Quand il parlait, on l'écoutait parce qu'il ne parlait pas pour rien dire. C'est un homme de sang-froid. Hein, il est capable justement de ne pas avoir peur, de ne pas perdre ses moyens dans les moments difficiles. Il reste maître de lui et c'est comme ça qu'il va justement galvaniser les hommes parce que quand tout le monde panique, il y en a un qui reste calme et qui est capable de décider avec lucidité. Je vous donne une citation qui est amusante. Hein. Foch donc, confie à un député en 1914 « Nous ne sommes pas brillants, mais l'ennemi non plus. La journée sera à celui qui tiendra le plus. On gagne la bataille avec des restes. » Vous voyez, c'est en gros, c'est le gars, il sait très bien qu'en gros, c'est pas forcément parce qu'on a la meilleure artillerie, le meilleur plan de bataille qu'on va gagner, c'est on va gagner parce que tout simplement, on va rester déterminé jusqu'au bout. Il y en a un à un moment donné qui va céder. En 1917, il va justement être capable de redonner l'espoir aux Alliés. Il va relever le moral de tout le monde. Et c'est justement en faisant partager sa confiance, son optimisme, qu'il va justement être capable de redonner un peu d'espoir et de force à ses hommes. Il avait fait pénétrer dans tous les cœurs la foi dans l'attaque et dans la victoire. Donc c'est vraiment aussi ce talent d'inspirer, d'être un visionnaire. Souvent en fait on est face à on est entouré de pessimistes, mais Foch justement c'est pas que la tactique, c'est aussi la motivation. Comme je disais, c'est le mental. C'est pas un technicien, c'est d'abord quelqu'un qui est animé, si vous voulez, d'une vision, d'un courage, d'être capable de remonter le moral des troupes, de tenir bon. Évidemment, Foch, c'est aussi quelqu'un qui a une rigueur intellectuelle et un sens stratégique. Mais
attention, parce que Foch, il a été formé à l'artillerie dans l'école de guerre, mais il n'a pas toujours finalement été le prédicateur de l'artillerie. Il a été capable justement de se dire, bon ok, l'artillerie c'est très bien, mais parfois, il faut revoir sa stratégie. Il faut allier ses convictions au fait de les adapter. Hein, c'est toujours, je vous renvoie sur les épisodes du début de la série L'école des chefs, hein, il faut être capable d'avoir le sens du réel. Hein. L'action est la loi primordiale de la guerre, dit Foch. Faire la guerre fut toujours d'attaquer, et de toutes les fautes, une seule est infamante, c'est l'inaction. Hein, donc ça revient tout à fait avec ce qu'on dit dans ce podcast. Hein, c'est que justement, voilà, la pire des choses, c'est de rien faire. Hein, c'est l'inaction. Donc, devant chaque difficulté, Foch, il va prôner l'offensive. Et parfois, ça va provoquer des revers. Il y a la bataille de Morhange en août 1914. Mais il va petit à petit corriger un petit peu cette offensive et s'améliorer justement dans sa vision de l'offensive. Il va préparer, il va apprendre de ses échecs. Hein, et justement, en fait, s'il avait jamais rien fait, il n'aurait jamais rien appris. Donc c'est parce que justement, il a connu des échecs qu'il va être capable petit à petit de les corriger et de devenir ce qu'il est devenu, et sans doute d'avoir permis à la France cette victoire dans la Première Guerre mondiale. C'est celui aussi qui sait prendre des décisions lorsque la situation est critique. Hein, dans la seconde bataille de la Marne, donc en juillet 1918, il va insister pour une contre-attaque massive dès la percée allemande, alors que tout le monde pense que c'est absurde de faire ça, etc. Et donc c'est lui qui va coordonner toutes les forces alliées, et il va bientôt transformer cette coordination initiale en commandement unifié, en prenant des décisions rapides pour envoyer des renforts, en particulier vers le front britannique qui était complètement menacé. Et son attitude, elle est imprégnée par une audace. Hein, et Clémenceau dira « J'ai laissé cet homme sensé », donc en gros le conseiller rationnel, voilà, celui qui est toujours prudent, etc. « J'ai adopté ce fou qui était Foch. Et c'est le fou qui nous a tirés de là. » Donc vous voyez, parfois, ça c'est quelque chose d'important. Les meilleurs chefs sont pas forcément les petits bonhommes tout gris, très rationnels. Parfois, il faut des fous. Alors, je dis pas évidemment qu'il faut tout faire et n'importe quoi, mais il faut un brin de folie dans la vie, c'est important. Voilà, en conclusion, tous les témoignages convergent pour faire de Foch un exemple de chef militaire charismatique, inspirant, exigeant, rigoureux dans la préparation, capable de décisions audacieuses quand la situation l'impose. C'est vraiment l'homme qui va être exigeant, clair, et ces qualités, elles sont appuyées par une longue expérience et une vision de la stratégie qui va être approfondie par l'expérience. Hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'accord ? Donc si on commence pas à essayer de forger, on n'y arrivera jamais. Alors, quelques réflexions personnelles pour conclure ce podcast. Ce sont donc des réflexions que vous devez vous poser à vous-même, essayer de faire un bilan. Première question, est-ce que vous avez peur des responsabilités ? Si oui, eh bien, demandez-vous pourquoi. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas les responsabilités ? C'est parce que vous voyez toujours des risques qui incombent à ces responsabilités. Essayez justement de comprendre que dans la vie, il y a toujours des risques et que c'est plus grave de ne rien faire que de prendre des responsabilités et de rencontrer des difficultés. Est-ce que vous êtes heureux ou malheureux d'avoir des initiatives à prendre ? Le chef, c'est celui qui est heureux de prendre des initiatives. Non pas en soi qu'il a envie d'être chef, je pense pas, mais parce qu'en fait, il sait qu'il faut faire avancer les choses à un moment donné. Donc, on fait pas avancer les choses si on prend pas d'initiative. Et de cette manière, l'initiative, c'est quelque chose qui nous galvanise. Quand le matin, vous commencez votre journée, votre démarrage est-il lent ou immédiat ? Apprenez, essayez de savoir où vous voulez aller et de ne pas prendre trop de temps à vous mettre en route. Quand vous avez plusieurs tâches à accomplir, hésitez-vous longtemps avant de choisir celle par laquelle vous allez commencer. Trop d'hésitation, c'est ça qui, justement, nous, petit à petit, ruine notre avancement. Remettez-vous facilement au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Ça, c'est hyper important, franchement. Ne soyez pas procrastinateur. La procrastination, c'est le diable. La procrastination, c'est la mort. Il faut impérativement faire les choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Aujourd'hui, arrêtez de les remettre à demain. Sans vous mettre une pression non plus de dingue, mais avancez les choses. Quand dans votre programme se trouve quelque chose de pénible ou ennuyeux, êtes-vous tenté de le renvoyer à plus tard ou attaquez-vous énergiquement à la besogne ? À un moment donné, si on ne décide pas d'attaquer les difficultés, on finira par les accumuler. Je vous donne l'exemple, moi, quand j'étais prof du paquet de copies,
c'est toujours ultra pénible de corriger des copies. Il n'y a rien de plus pénible quand on est prof. Mais le problème, c'est que si vous les corrigez pas, bah, du coup, le paquet de copies à corriger grossit, et puis du coup, ça devient à un moment donné impossible, quoi. Enfin, il y en a trop. Donc à un moment, il faut les attaquer, il faut y aller, il faut avancer. Vous laissez-vous arrêter facilement par un obstacle ou êtes-vous heureux devant une difficulté à vaincre? Donc ça, c'est un petit peu le côté un peu héroïque ou combatif du chef. Hein. C'est qu'effectivement, voilà, parfois, dans la difficulté, il y a une forme de plaisir, de triompher, de se battre. Hein. Il faut aimer se battre. C'est pour ça que je vous invite à faire des sports de combat, même si vous êtes une fille. Les sports de combat, c'est une belle métaphore de la vie. C'est pas une fin en soi, mais c'est un bel exercice. Ça aide à renforcer le mental. Et parce que en fait, quand on se bat, on accepte aussi de perdre. C'est comme ça. On accepte parfois de tomber sur plus fort que soi. C'est comme ça. Mais c'est ça qui fait grandir, en fait. Hein, si on est toujours dans la facilité, dans l'absence de risque, on grandit pas. Vous arrive-t-il de changer souvent d'avis? Ça, c'est important. Voilà. Tenez vos décisions. Bon, parfois, avant, on a dit il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc parfois, il faut savoir changer d'avis. Mais de manière générale, quand on a pris une décision, on s'y tient. Dit-on de vous, avec lui, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Hein. Quand on dit c'est le dernier qui a parlé qui a raison, ça veut dire en gros, finalement, bah, le gars il change d'avis tout le temps. Êtes-vous plutôt de ceux dont on dit il sait ce qu'il veut, et ce qu'il veut, il le veut bien? Ah, c'est ce qu'on devrait dire de nous idéalement. Quand il vous arrive un échec, une déception, une contrariété, êtes-vous découragé ou rebondissez-vous rapidement? Ça, c'est très important. Ah, ne soyez pas pessimiste, n'ayez pas une basse opinion de vous-même. Tout le monde tombe. Tout le monde. Donc, relevez-vous. C'est pas grave de tomber. L'exercice de la semaine, c'est de prévoir chaque demi-journée par écrit pendant une semaine les travaux que vous aurez à effectuer. Faites-vous donc des listes de tâches, minutez-les, fixez leur ordre de succession et essayez de vous y tenir de manière stricte. Alors, comme on disait, pas de programme, une doctrine, donc parfois il faut savoir être souple avec ça, mais voilà. Faites ça comme un exercice, notez le temps qu'aura duré chaque examen de prévoyance. Et à la fin de la semaine, il devra être au moins 2 fois plus rapide qu'au commencement. Donc, et en fait, l'objectif de ça, c'est voilà, de plus trop perdre de temps dans des incertitudes qui sont trop longues. Un sujet de conversation à avoir avec d'autres chefs. Vivre, c'est choisir, et choisir, c'est sacrifier quelque chose. Punaise, qu'est-ce que c'est beau, c'est du maréchal Foch. Donc justement, bah, si vous pouvez lire cette semaine, lisez donc en écoutant le maréchal Foch, donc de Charles Bugnet, donc, qui était un de ces hommes et qui a écrit sur lui. Pensée de la semaine, hein, il faut être d'une nature avide de responsabilité. Les décisions, il faut les prendre avant qu'elles nous soient imposées. Les responsabilités, il faut aller au-devant d'elles. Qu'est-ce que c'est beau, c'est le maréchal Foch. Rappel donc de 3 points clés: discernement, décision, ténacité, tenir dans la durée, persévérer. Voici le mot de la fin, chers amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous allons parler de la déférence et du respect. À la semaine prochaine dans le retour réel.